Le titre de mon allocution aujourd'hui, c'est le cours ECR, le multiculturalisme et le renouveau pédagogique. Donc, dans un premier temps, ce que je ferai, c'est d'expliquer les liens entre le cours d'éthique et culture religieuse et le multiculturalisme, ce que j'avais déjà fait dans une étude que j'avais publiée en 2009. Alors, je présenterai mes principales conclusions, mais j'y ai ajouté cette fois-ci un autre sujet qui m'est cher, le renouveau pédagogique, donc la réforme scolaire québécoise, pour montrer que les problèmes que l'on retrouve dans le cours éthique et culture religieuse se retrouvent également plus largement dans l'ensemble des programmes, peut-être dans une moindre mesure, mais en fait découlent d'une nouvelle philosophie de l'éducation et d'une nouvelle façon d'enseigner qui pose certains problèmes que je vous exposerai. Sur quoi je m'appuie donc pour vous parler du cours éthique et culture religieuse, évidemment sur le programme lui-même, qui est disponible en ligne, que vous pouvez tous consulter. Sur d'autres documents ministériels aussi, essentiellement les documents qui ont mené à son adoption, mais aussi sur les écrits de ceux qui ont travaillé à l'élaboration du cours et qui en ont fait la promotion. En particulier, Georges Leroux, que vous connaissez peut-être, non pas dans le but d'en faire un bouc émissaire, mais parce que c'est vraiment une des principales figures qui a travaillé sur ce cours et qui l'a défendu dans plusieurs ouvrages, d'abord en 2007 avec son premier livre sur le cours et dans un tout récent ouvrage qui vient de paraître où il développe davantage son argumentaire en faveur du cours. Pour ce qui est du renouveau pédagogique, en général, je m'appuie sur, encore une fois, des documents ministériels et sur l'ensemble du curriculum de formation, ce qu'on appelle le programme de formation de l'École québécoise. Donc, dans le cadre de ma thèse de doctorat en sociologie, j'ai épluché, oui, l'ensemble du programme de formation dans toutes les disciplines, au primaire et au secondaire, pour en tirer les grandes lignes de ce que c'est que le renouveau pédagogique et le nouveau discours pédagogique québécois. Je me penche donc sur les objectifs du cours, les fondements politiques, et non pas sur la manière dont c'est enseigné en classe. Et je suis bien consciente qu'il peut y avoir un écart entre les deux, mais les cours sont quand même obligatoires, ils sont quand même faits pour être respectés. Il y a des mécanismes, notamment ministériels et aussi dans les commissions scolaires, pour s'assurer qu'ils soient respectés. Donc je pense que c'est pas inintéressant de s'intéresser, inintéressant d'étudier les programmes ministériels. J'ai aussi consulté du matériel didactique, mais puisque des collègues l'ont fait de façon plus exhaustive, je leur laisserai le soin d'aborder cet aspect-là dans leur communication. Donc, voyons d'abord l'implantation du cours. Que s'est-il passé? Les premières formulations, les premiers documents ministériels qui vont dans le sens de l'introduction du cours, c'est le rapport Proulx en 1999 sur la place de la religion à l'école, où déjà on dit qu'il faut, oui, se débarrasser du régime d'option entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement moral, mais qu'il ne faut pas retirer toute forme d'enseignement des questions religieuses parce que cela ne permettrait pas l'ouverture culturelle et la capacité d'apprécier l'autre. Donc déjà, on annonce que le nouveau cours verra le jour. En 2000, avec la loi 118, on abolit les écoles confessionnelles, mais on maintient le régime d'option entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement moral. Et on annonce dans un document gouvernemental l'arrivée du cours éthique et culture religieuse dans le but, qui ne porte pas encore ce nom-là officiellement, mais dans le but donc de favoriser le vivre ensemble dans une société dite désormais pluraliste. En 2004, la Commission des affaires religieuses du ministère de l'Éducation émet un avis dans lequel elle propose un cours d'éthique et culture religieuse pour tous les niveaux scolaires. Et à ce moment-là, l'UQAM et l'Université Laval commencent à former leurs enseignants, même si le cours n'existe pas encore, leurs futurs enseignants. En 2005, c'est la loi 95 qui reconduit pour une dernière fois la clause dérogatoire et qui apporte une modification à l'article 41 de la Charte des droits et libertés pour que la Charte ne stipule plus que l'école doit offrir aux enfants une éducation religieuse conforme aux valeurs de leurs parents, mais plutôt qu'il revient aux parents d'offrir eux-mêmes un enseignement religieux conforme à leurs valeurs à leurs enfants. Donc, ce n'est plus le rôle de l'école. On annonce aussi à ce moment-là l'arrivée imminente du cours d'éthique et culture religieuse pour, dit-on, vivre ensemble au sein d'un Québec démocratique et ouvert sur le monde. La première version du programme apparaît à l'hiver 2006 et est expérimentée sous forme de projet pilote à l'automne suivant. En mai 2007 arrive la nouvelle version du programme et on est à ce moment-là, si vous vous souvenez, en pleine crise des accommodements raisonnables, en pleine tournée de la commission Bouchard-Perron. Et c'est à ce moment-là que le lien entre éthique et culture religieuse et accommodement raisonnable devient très clair.
Le comité sur les affaires religieuses du ministère de l'Éducation émet d'ailleurs un avis en ce sens, en affirmant qu'en favorisant l'évolution des cultures institutionnelles, l'implantation du cours facilitera la gestion de la diversité religieuse, y compris la pratique des accommodements raisonnables et des ajustements volontaires. En novembre 2007, on est toujours en pleine crise des accommodements, c'est le comité Fleury qui remet son rapport. Le comité Fleury, on en a assez peu entendu parler, mais c'est un comité qui avait été mis sur pied à l'époque par le ministre Fournier. Il y avait eu le jugement de la Cour suprême sur le Kirpan en 2006. Il y avait eu des histoires d'écoles religieuses illégales qui ne sont toujours pas réglées aujourd'hui. Il y avait eu toutes sortes de demandes d'accommodement dans les écoles, en particulier pour des horaires séparés pour les piscines. Et donc, avec toutes ces questions qui portaient sur la religion à l'école, le ministre avait décidé de créer un comité voué à l'étude de ces questions. Alors, en novembre 2007, ce comité remet son rapport et présente le cours éthique et culture religieuse, qui n'existe toujours pas, ou enfin seulement sous forme de projet pilote, présente donc le cours éthique et culture religieuse comme un moyen de sensibiliser les élèves aux accommodements raisonnables. En mai 2008, c'est au tour de la commission Bouchard-Taylor de défendre le cours ECR. Il y a même des recommandations officielles du rapport qui consistent à inviter le gouvernement à en faire une promotion énergique. Mais on explique aussi que ce cours permettra de développer les aptitudes nécessaires au vivre ensemble dans le contexte d'une société diversifiée. Et je vous rappelle que le rapport Bouchard-Taylor portait sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles. Et d'ailleurs, Gérard Bouchard a déjà dit que si le cours ECR avait déjà été mis en place depuis longtemps, il n'y aurait jamais eu de crise des accommodements raisonnables. Alors, que peut-on conclure de cette chronologie? D'abord que le cours a été fortement encouragé par des comités internes au ministère de l'Éducation, mais aussi des commissions qui ont été mises sur pied pour répondre à des situations de crise. Et que les élus, donc, ont toujours suivi. Ce n'est pas un projet qui est de l'initiative des élus. Autre conclusion qu'on peut en tirer, c'est que ce cours a été fortement encouragé par tous ceux qui défendent la pratique des accommodements religieux, et en particulier des accommodements religieux dans les écoles, et donc qui présentaient le cours comme une façon de régler le problème. Et finalement, on peut constater que les justifications qui sont apportées en faveur du cours sont toujours de nature politique et jamais de nature pédagogique. Jamais on a dit les élèves n'ont pas assez de connaissances, il y a des lacunes dans la formation des élèves. Donc, c'est toujours dans le but de régler des problèmes sociaux. Au moment de l'implantation du cours, d'ailleurs, les mêmes justifications étaient apportées dans les médias ainsi que par les intellectuels. Georges Leroux a parlé du cours comme de la seule thérapie possible face aux réactions de la société aux accommodements raisonnables. Et a aussi écrit dans son livre paru en 2007 que le cours devait faire en sorte qu'en sortant du cours, les élèves soient tous d'accord avec le jugement de la Cour suprême sur le port du kirpan à l'école. Le théologien Fabrice Blais a parlé du cours comme devant induire un changement radical des mentalités à la grandeur du Québec. Et ensuite, le cours est arrivé. Alors, qu'y a-t-il dans ce cours? À première vue, donc, plusieurs ont pensé que l'objectif du cours était de faire connaître aux enfants diverses doctrines morales et religieuses, de donner aux élèves une culture générale sur l'histoire des religions, de passer enfin d'un enseignement confessionnel à un enseignement dit neutre sur les questions morales et religieuses. Voyons voir de quoi il s'agit. Le cours est articulé autour de 2 finalités, reconnaissance de l'autre et poursuite du bien commun, j'y reviendrai, et 3 compétences, réfléchir sur des questions éthiques, manifester une compréhension du phénomène religieux et finalement pratiquer le dialogue. Donc les 2 finalités sont très vertueuses. Qui peut être contre la tarte aux pommes ou qui est contre la reconnaissance de l'autre? Mais si on s'attarde aux fondements théoriques, des théories de la reconnaissance, c'est l'acceptation inconditionnelle de l'autre et donc l'impossibilité de la critique. Et c'est pour ça d'ailleurs que M. Leroux parle du respect absolu de toute posture religieuse. Donc, voici de quoi il s'agit quand on parle de reconnaissance de l'autre. Poursuite du bien commun, mais qui est contre le bien commun? Mais qui va déterminer qu'est-ce que le bien commun? On parle d'un programme ministériel, donc qui relève de l'État. Alors, de 2 choses l'une. Ou bien l'État sait qu'est-ce que le bien commun, et là, il y a un risque d'endoctrinement. Ou bien l'État ne sait pas ce qu'est le bien commun, et là, il y a un risque de relativisme, d'accepter toutes les propositions. Et en fait, dans le cours, c'est un peu des deux. On voit sur certains enjeux un endoctrinement et sur d'autres un réel relativisme. Relativisme lorsqu'il s'agit pour chaque individu de décider ce qui est bon pour lui. Alors là, tout est acceptable.
endoctrinement lorsqu'il s'agit des moyens de composer collectivement avec la diversité des modes de vie, avec la diversité des croyances et avec la diversité des pratiques religieuses. Là, il n'y a qu'une seule réponse possible. Donc voilà pour les deux finalités. Maintenant, les trois compétences. Réfléchir sur des questions éthiques. On nous précise d'entrée de jeu, dans la présentation de la compétence, qu'il ne s'agit pas d'étudier diverses doctrines morales, parce que ce serait un enseignement, dit-on, encyclopédique. Et ça, évidemment, c'est très ennuyant pour les enfants. Pour ce qui est de manifester une compréhension du phénomène religieux, là encore, on précise qu'il ne s'agit pas d'étudier l'histoire des religions, des doctrines et des textes sacrés. Alors, si ce n'est pas ça, de quoi s'agit-il? Pour le savoir, il faut aller voir la compétence 3, qui est la compétence de pratique du dialogue, pour voir, puisque cette compétence-là doit toujours être mobilisée, que l'on soit en éthique ou en culture religieuse. Le dialogue est défini comme l'adoption d'attitudes et de comportements favorables au vivre ensemble. Encore une fois, la question se pose, qui détermine quelles sont les attitudes et les comportements favorables au vivre ensemble? Le dialogue prend une forme différente en éthique et en culture religieuse. En éthique, on parle d'une démarche de discussion qui vise à parvenir à un consensus sur les actions qui favorisent le vivre ensemble. M. Leroux parle d'un consensus qui sera ultimement universel. Donc, ce qui est neutralisé dans tout ça, c'est le conflit. Il faut absolument arriver à un accord. Il ne peut pas y avoir de position fondamentalement divergente. Donc, l'enseignant va guider les enfants dans leur dialogue jusqu'à ce qu'ils arrivent à, ensemble, à trouver et à être tous d'accord sur quelles sont les actions qui favorisent le vivre ensemble. Du côté de la culture religieuse, c'est un peu différent. Là, c'est pas tant le conflit qui est évacué, mais surtout la critique. C'est le refus de la critique, parce que justement, c'est l'acceptation inconditionnelle de toutes les croyances et pratiques religieuses de chaque enfant. Parce que, une critique serait considérée comme un déni de reconnaissance, allant à l'encontre, donc, des finalités du programme. Alors, le cours est structuré comme ça, autour des deux finalités, des trois compétences. Alors, on lit tout ça, c'est très jargonneux, c'est très technocratique, c'est le vocabulaire du ministère de l'Éducation, mais ce qui est frappant dans la lecture, c'est l'absence du contenu. On lit tout ça et on dit, mais quelles sont les connaissances, les savoirs que vont acquérir les élèves à travers tout ça? Pour le savoir, il faut arriver à la fin du programme, à l'annexe du programme. Alors, quelle est la place des savoirs dans le cours? Donc, des savoirs optionnels et interchangeables. Dans le cas du volet culture religieuse, centré sur ce qu'on appelle les manifestations du religieux, et des savoirs qui servent uniquement de prétexte à l'adoption de comportements. Je reviendrai sur chacun de ces éléments. Donc, des savoirs optionnels et interchangeables. Ils sont en annexe, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on les présente comme des outils, comme des ressources, au service des compétences. Choisissez ce que vous voulez dans la liste, en autant que ça permette de pratiquer le dialogue éthique ou le dialogue en culture religieuse. Le titre, c'est sous forme de tableau, le titre des tableaux est assez révélateur. Exemple indicatif. Donc, on a des fêtes religieuses, des personnages célèbres, des rituels, mais l'enseignant est libre de choisir ce qu'il veut, en autant que la priorité accordée à certaines religions soit respectée globalement, mais il n'y a pas donc de prescription. Il n'y a aucun savoir prescrit dans le programme. Seulement des grands thèmes, puis à travers ça, on choisit ce qu'on veut. Dans le cas donc du volet culture religieuse, les suggestions qui nous sont faites en annexe sont donc centrées sur les manifestations du religieux, c'est-à-dire les éléments visibles des religions. Évidemment, les pratiques vestimentaires, les interdictions alimentaires, qui sont toujours présentées comme des obligations pour le croyant. Donc, ça envoie un double message. D'abord, aux élèves qui sont issus d'une tradition religieuse. Si vous ne vous conformez pas à tout ça, c'est que vous n'êtes pas un bon chrétien, un bon juif, un bon musulman. Et aux autres élèves, mais si ces pratiques sont des obligations divines, vous n'avez pas le choix de les accepter. Et si elles entrent en contradiction avec les règlements d'une institution, de votre école, par exemple, ben, vous n'aurez pas le choix de faire des accommodements pour vous assurer que chacun peut pratiquer sa religion telle qu'il l'entend. Donc, des savoirs optionnels, centrés sur les manifestations du religieux et surtout des prétextes à l'adoption de comportements. Des savoirs qui sont finalement purement instrumentaux. On s'en sert pour parvenir aux objectifs comportementaux. Les indications pédagogiques sont assez parlantes. Le paragraphe est toujours, donc, indication pédagogique en deux paragraphes. Le premier commence toujours par « faire prendre conscience ». Et le deuxième commence toujours par «
prendre appui sur pour amener les élèves à. Donc, vous prenez appui sur des savoirs qui vous apparaissent intéressants, pertinents, et l'important, c'est que vous amenez les élèves à accepter donc ces diverses pratiques religieuses. Donc, l'important n'est pas de connaître les pratiques religieuses, mais de les accepter. Et il y a une intériorisation progressive des comportements attendus tout au long du parcours scolaire, parce que c'est un cours qui s'échelonne du début du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Et les termes employés dans le programme témoignent de cette progression. Donc, à la fin du deuxième cycle du primaire, on dit que l'élève nomme diverses façons de penser, d'être ou d'agir et des comportements appropriés à l'égard de la diversité. À la fin du premier cycle du secondaire, on dit que l'élève démontre une connaissance de certains comportements qui conviennent à l'égard de la diversité. Et à la fin du deuxième cycle du secondaire, donc on parle ici des finissants, l'élève démontre une connaissance approfondie de certains comportements qui conviennent à l'égard de la diversité. Donc, quand ils terminent leur cours secondaire, ils savent exactement comment ils doivent se comporter. Quels sont ces comportements? Le programme demeure assez vague, mais la reconnaissance de l'autre, l'acceptation des différences, l'ouverture à l'autre, qui peut être contre tout ça, qui peut être contre la tarte aux pommes. Mais lorsqu'on va dans les exemples concrets, que faire du kirpan, que faire de la burqa, ceux qui se sont prononcés nous ont dit qu'il fallait l'accepter. Et le matériel didactique dont les collègues vous parleront tantôt va tout à fait dans ce sens-là. Donc, c'est un contenu qui est très pauvre. Et je pense que c'est important de le dire à ceux qui nous accusent, les adversaires du cours ECR, de vouloir promouvoir l'ignorance. C'est le cours, c'est le programme ECR qui promeut l'ignorance. C'est un contenu qui est prétexte à l'inculcation de comportement. Cette conclusion-là, j'y arrivais déjà en 2009, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Mais au moment donc, où j'ai publié mon étude sur le cours, j'ai eu l'occasion d'en parler devant divers auditoires, et notamment devant des profs. Et c'est la réaction qui m'a le plus surprise, c'est celle des profs qui m'ont dit « Mais évidemment que le contenu est en annexe, mais évidemment que c'est les compétences qui comptent, mais évidemment qu'on peut choisir ce qu'on veut dans les contenus. C'est ça la réforme. » Alors, il n'en fallait pas plus pour éveiller mon intérêt sur la question, et c'est à ce moment que j'ai décidé de faire une thèse de doctorat sur le nouveau discours pédagogique québécois. Donc, merci au cours ECR de m'avoir enligné là-dessus. Donc, pour faire le lien entre ECR et le renouveau pédagogique, vous me permettrez encore une fois, mais ça sera sans doute la dernière, de citer Georges Leroux en 2007 et en 2016. En 2007, dans l'univers très riche des programmes formulés selon des compétences, nous ne travaillons pas à partir de contenus prédéterminés. Les jeunes ne recevront pas dans ce programme des connaissances encyclopédiques sur telle ou telle religion ou doctrine morale. 2007. Il récidive en 2016, dans son plus récent ouvrage. Ce programme arrive au Québec dans un contexte marqué par le renouveau pédagogique promu par le programme de formation de l'École québécoise et par le choix d'une philosophie de l'éducation fondée sur la priorité des compétences. Il ne s'agit donc ni d'un cours de philosophie morale où seraient exposés des systèmes et des valeurs, ni d'un cours d'histoire ou de sociologie des religions, présenté selon une approche encyclopédique. Donc ça, c'est une très jolie formule pour dire qu'il n'y a pas de contenu, on dit qu'il n'y a pas de contenu encyclopédique. Alors, l'approche par compétence, c'est souvent mal compris, je pense que c'est important d'en parler. On a souvent l'impression que les compétences, c'est aller au-delà des connaissances. C'est acquérir des connaissances pour pouvoir ensuite les mettre en pratique. Aller au-delà de la mémorisation, donc voir si on est capable de mettre en application ce qu'on sait, de se servir de ces connaissances de manière rationnelle pour résoudre des problèmes mathématiques, pour rédiger des dissertations, pour faire des laboratoires en chimie. Or, tout ça existait bien avant l'approche par compétence. Ce qui est réellement l'approche par compétence, c'est une dévalorisation des connaissances. Les connaissances, donc, seraient facilement accessibles sur Internet, donc pourquoi les mémoriser? Elles sont rapidement obsolètes, ça change tout le temps, alors inutile d'apprendre des connaissances qui ne serviront plus demain. Et elles n'intéressent pas les élèves. Donc, pourquoi perdre notre temps avec ça? Les acquérir, donc, est une perte de temps. Donc, dans l'approche par compétence, les connaissances ne sont que des outils, des ressources interchangeables au service des compétences. Ce qui m'amène à vous parler de l'autre grande catastrophe des programmes issus de la réforme avec ECR, l'éducation à la citoyenneté. Dans le programme de formation, la citoyenneté est partout, le terme citoyenneté est partout. Il fait l'objet d'un domaine général de formation, qui est une espèce de grand thème transversal qui doit être abordé par, en théorie, tous les enseignants, donc qui s'intitule « Vivre ensemble et citoyenneté ». Alors, en théorie, on parle de citoyenneté dans tous les cours.
Mais plus spécifiquement, la citoyenneté fait l'objet de compétences précises, notamment en géographie, construire sa conscience citoyenne à l'échelle planétaire. Et dans le cours Histoire et éducation à la citoyenneté, consolider l'exercice de sa citoyenneté à l'aide de l'histoire. Quelle est la conception de la citoyenneté qui ressort de tout ça? Une conception très individualiste de la citoyenneté. Beaucoup de bons sentiments. Mais l'idée d'une citoyenneté responsable. Être citoyen, ben, c'est recycler, c'est poser plein de bons gestes, c'est respecter les consignes de sécurité en chimie, et je vous dis, ça sort du programme de chimie. C'est aller faire de l'aide humanitaire, donc c'est plein de beaux gestes, mais c'est une conception très individuelle. Les combats collectifs en sont absolument absents, et c'est toujours à l'échelle locale ou mondiale, donc jamais à l'échelle de la communauté politique. En fait, ce qui ressort, c'est vraiment l'absence, donc une citoyenneté en l'absence de communauté politique et aussi en l'absence d'institutions politiques. J'enseigne au collégial en sciences humaines, j'enseigne la sociologie, mais mes collègues de sciences politiques me disent que leurs étudiants ont passé à travers le programme de la réforme et donc qui ont en théorie entendu parler de citoyenneté tout au long de leur formation, ignorent comment on élit un député. Ne savent pas quel est notre mode de scrutin. Ignorent le fonctionnement du système fédéral, la différence entre la Chambre des communes et l'Assemblée nationale. On ne voit pas ça en l'éducation à la citoyenneté. Ignorent la différence entre un président et un premier ministre. Donc, on parle de citoyenneté sans jamais parler de la communauté dans laquelle elle s'incarne et des institutions. Il y a des différences importantes aussi entre les disciplines. Donc, en mathématiques, en sciences, en technologie, on a réussi jusqu'à un certain point à sauver les meubles. Les compétences qui font l'objet des cours sont d'ordre intellectuel en général. Et les annexes de connaissances sont quand même assez volumineuses et assez riches. Donc, on a réussi à s'en sauver. Ça a demandé une certaine réorganisation du programme par rapport à l'ancienne version, mais on a sauvé les meubles. C'est en sciences sociales que les compétences sont, pas toujours, mais souvent, d'ordre relationnel, d'ordre social, d'ordre politique. Donc, c'est vraiment les sciences sociales, l'univers social, pour reprendre les termes du ministère, et développement personnel, dont fait partie le cours OCR. C'est là vraiment que les connaissances sont vraiment les plus pauvres. Et j'ai l'impression, et je m'en désole en tant que sociologue et en tant que professeur de sciences humaines, j'ai l'impression qu'on va contribuer comme ça à agrandir le fossé entre les sciences de la nature et les sciences sociales et à augmenter, à encourager la perception selon laquelle les sciences sociales ne sont pas des sciences sérieuses. Tout cela est-il une fatalité? Ne suis-je qu'une nostalgie attachée à un vieux modèle? Peut-être que nous n'avons pas le choix, pour reprendre, je m'en excuse une dernière fois, les termes de Georges Leroux. C'est ce qu'on entend au sujet du cours éthique et culture religieuse. On n'a pas le choix. Et ce sont les exigences de la diversité. C'est la seule réponse possible. On entend la même chose plus largement au sujet des nouvelles pédagogies. Avec la mondialisation, avec l'immigration, le monde change tellement vite. On n'a pas le choix. On peut juste apprendre à apprendre, apprendre à s'adapter. S'adapter à des changements qu'on nous présente comme des fatalités. Soit au nom du progrès économique, progrès technologique, progrès social, ou au nom de la vertu. L'ouverture, le pluralisme, la diversité. Donc, on n'a pas le choix, il faut préparer les élèves à vivre dans le monde dans lequel ils vont vivre. Et je pense que c'est très dangereux un discours comme celui-là, un discours aussi déterministe, qui fait croire aux élèves que le monde dans lequel ils vont vivre est déjà écrit d'avance, qu'ils n'ont aucune prise sur ce monde, qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de penser et de se comporter dans ce monde, et que ce n'est pas eux qui vont façonner le monde de demain, mais il y a déjà une marge de l'histoire et ils n'ont qu'à apprendre à s'adapter aux changements qu'ils vont connaître perpétuellement. Je pense que contre cette idée d'une école d'adaptation à des changements nécessaires, on peut encore, me semble-t-il, proposer une école d'instruction. Une école qui offre un solide bagage de connaissances aux élèves, qui leur offre des occasions de développer des habiletés intellectuelles et, s'il vous plaît, l'esprit critique. Merci beaucoup.